Des vins à Paris, salon littéraire, que la mort devient le lieu pour nos prières. Intellectuels noirs, visionnaires en groupe, je mets en marche le mouvement, c'est notre route. Je suis Paulette Nardal, je me bats pour la négritude. Avec mes mots, ma plume, je change les habitudes. Fondant des revues, rassemblant les voix. Pour nos frères et sœurs, on avance pas à pas. Femmes noires, on avance avec la... Téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Antchiapeya, le rendez-vous tant attendu hebdomadaire. C'est ce soir et c'est maintenant. Elle est à mes côtés, Madame Marie-Michel Darcière pour les lieux de mémoire. Comment ça va, Madame Darcière? Ça va très bien, Régine. Aujourd'hui, on a fait une halte dans cette belle commune de Ducos. Alors, Ducos, vous m'avez dit tout à l'heure en off, c'était une commune qu'on appelait Trou-au-Chat. Trou-au-Chat. Une de ces quatre, il faudra qu'on fasse un sujet dessus d'ailleurs. Oui, sur les noms des anciennes communes, comme C'est le ça. Lorrain, par exemple, c'était Grand-Anse. D'accord, on y reviendra, Madame Darcière. On s'est arrêté dans cette belle commune et on s'est dit, pourquoi pas faire un sujet sur Paulette Nardal. Ici même, on se trouve d'ailleurs devant un établissement scolaire, le lycée Paulette Nardal. Et il y a une magnifique fresque qui met en avant le patrimoine musical, féminisme, culture et bien d'autres. Mais qui était réellement Paulette Nardal? Alors, Paulette Nardal, elle est née d'une famille de 7 filles, dont le père s'appelait Paul Nardal, qui était d'ailleurs un ingénieur des ponts et chaussées, arts et métiers. Et donc, c'était quelqu'un de très cultivé. Sa mère est institutrice, donc elle est de milieu social, disons, aisé, sans être oustrancier, hein, elle est de milieu social quand même aisé. Et ce sont donc des gens cultivés, ce sont donc des intellectuels de la Martinique. Et Paulette Nardal a eu l'occasion de marquer l'histoire de la Martinique par plusieurs actes qu'elle a faits. Et elle est née en 1896. Franciscaine, je crois bien en plus. Oui, elle est née au François, mais ils ont fait toute leur enfance à Fort-de-France et adolescence à Fort-de-France, une partie de leur jeunesse également, puisqu'il y a même à Fort-de-France une place Nardal qui se trouve en face de leur maison, puisqu'ils habitaient au 83 rue Schellcher à Fort-de-France. Vous allez valider ou pas, justement, c'est une dame, quand on fait des recherches sur les réseaux un peu partout, on tape son nom, on parle de première femme qui a brillé intellectuellement parlant, qui serait la première femme noire, n'est-ce pas, quand on parle de traductrice intellectuelle, mais aussi naissance de mouvement de la négritude aussi. Est-ce que vous validez ou vous dites non, pas du tout, on a tout faux? D'une manière générale, hein, Oui. comme je suis quelqu'un de très fier pour mon pays, je n'aime pas affirmer des choses comme ça. Parce que je suis persuadée que 60 ans après l'abolition de l'esclavage, il y a eu d'autres femmes. Par exemple, je vais parler de Suzanne Lacascade. Suzanne Lacascade est arrivée, qui était effectivement descendante d'esclaves aussi, hein, parce que son père était un chirurgien. Il avait appris la chirurgie dans l'armée. Sa mère, elle était martiniquaise, elle a grandi à Fort-de-France, c'est une Foyalaise. Et Suzanne Lacascade est arrivée, elle a eu son bac. Par contre, là, on peut dire qu'elle a été la première femme descendante de l'esclavage, en fait, hein, puisqu'elle avait des ancêtres esclaves, hein, ça, ne serait-ce qu'au niveau de sa grand-mère, puisque son père a été un enfant d'esclave affranchi. Elle est rentrée à la Sorbonne après avoir eu son bac en 1904. Donc, je peux citer d'autres personnes aussi. Qui en tout avant cas, elle, ont bien brillé. Bien sûr, bien sûr. Je ne vais pas parler forcément de couleur de peau, parce que je trouve qu'on tombe dans une définition un peu raciste des choses, hein, si j'ose le dire. Je dirais simplement que ce sont des descendants d'esclaves et ce sont des gens qui, à une génération, grand-mère ou arrière-grand-mère, s'en sont sortis à force de travail. Donc Suzanne Lacascade, elle, par exemple, elle est rentrée à la Sorbonne en 1904. Elle a d'ailleurs fait une licence ex-lettres et elle a également suivi des cours, d'ailleurs c'était tout à fait nouveau, de psychologie expérimentale avec Binet. Donc c'est quelqu'un d'assez extraordinaire également, qui a écrit un roman, qui a d'ailleurs eu un prix, le seul roman où elle a écrit, où elle entamait déjà, elle commençait déjà à parler de la conscience noire, puisque son roman s'appelle « Claire Solange, âme africaine ». Alors, est-ce qu'effectivement, elle a marqué, parce qu'on parle d'elle en tant que femme, mais elle a marqué aussi une époque et donc aussi un engagement? Alors, si vous voulez, Paulette Nardal arrive dans un Paris qu'elle découvre
sous un angle qu'elle ne connaissait pas. Il faut qu'on se remette dans l'ambiance. Paris, en 1900, donc d'abord, elle débarque en 1920. Elle a été institutrice un peu avant. Plus tard, sa sœur la rejoint, Jeanne. Et donc, elle arrive en 1920 à Paris. Elle a déjà 24 ans à peu près. Et quand elle arrive à Paris, elle est complètement subjuguée par tout ce qu'elle voit concernant la culture noire. Mais elle est beaucoup plus happée par les Afro-Américains, en fait. À l'époque, on disait les Noirs américains. D'ailleurs, après, quand on a dit Afro-Américain, Jeanne, elle a inventé le terme d'Afro-Latin, par exemple, pour parler des descendants antillais. D'accord? Donc, elle débarque là, elle entend le négro spirituel, elle entend le jazz, elle fait attention à toutes les écritures de Langston Hughes, par exemple. Elle est happée par tous ces Noirs américains qui revendiquent leur côté noir. Elle étudie l'anglais à la Sorbonne, c'est là qu'elle passe une licence d'anglais. Et si vous voulez, elle est tellement happée par ce qu'on appelait la Harlem Renaissance qu'elle se construit dans ça. Et finalement, ça fait partie de son évolution vers la conscience noire. On parle de pionnière même de négritude. Elle organisait des salons pendant qu'elle était à Paris. Est-ce que c'est réellement le cas? Alors oui, c'est-à-dire qu'elles ont fait perdurer ce qu'elles faisaient déjà à la Martinique. À la Huichelcher, elles tenaient effectivement des salons l'après-midi, le dimanche après-midi, donc c'était une habitude familiale. Et Paulette Nardal, lorsqu'elle est retournée à Paris, elle a attendu que ça se revienne, elles ont eu un appartement à Clamart, au rez-de-chaussée, et donc elles faisaient le dimanche après-midi des réunions avec une élite noire. Et cette élite noire dont a fait partie effectivement à un certain moment René Ménil et puis des afro-descendants, mais toujours un côté élite, hein, toujours. Hein, c'était d'ailleurs, il y avait aussi René Maran qui est un très bon ami au sieur Nardal. René Maran, je vous rappelle, qui a eu le prix Goncourt Martinique, qui a eu le prix Goncourt en 1921 avec son roman Batouala, où il critiquait la présence et la façon de faire des colons blancs en Afrique, par exemple. Et c'était un haut fonctionnaire. Hein. Donc, elle fréquentait vraiment une élite, et c'était le dimanche après-midi à Clamart. Alors, maintenant qu'elles étaient pionnières de la négritude, je trouve que c'est quand même un peu poussé. Parce que, en ce qui me concerne, en tout cas, je rends toujours hommage à Anténor Firmet. Anténor Firmet, qui est un Haïtien, qui a vécu au 19e siècle et qui, évidemment, vers 1881-82, et qui, Anténor Firmet, a dénoncé ce que Arthur Gobineau avait sorti, Arthur Gobineau, qui avait sorti l'inégalité des races. Rappelez-nous qui était Arthur Gobineau. Arthur Gobineau, c'est un écrivain qui se disait aussi anthropologue, philosophe, etc. Et il avait sorti une brochure sur l'inégalité des races. Alors, je vais employer le terme que l'on employait à cette époque-là, puisque maintenant on sait bien qu'il n'y a qu'une race, la race humaine. Mais lui, il avait travaillé sur l'inégalité des races pour démontrer comment la race, je vous redis que j'emploie les termes de l'époque, parce que toujours, je suis une fervente. Évidemment, tout le monde sait qu'il n'y a qu'une race, la race humaine. Mais à cette époque-là, on parlait de plusieurs races. Hein, la race blanche, la race jaune, la race noire, etc. Et lui, il disait que la race blanche, donc c'était presque quelque chose d'arien. D'ailleurs, Hitler a repris quelques termes qu'il avait, quelques même paragraphes qu'il avait mis dans l'inégalité des races. Je vous rappelle qu'Arthur Gobineau a quand même épousé une créole, hein, la grand-mère de Jules Monroe. Par exemple, hein, Jules Monroe, celui qui a créé le Parti communiste à Martinique, évidemment, qui était tout à fait contre ce genre de choses-là, mais il a épousé une créole. Et donc, ce monsieur avait sorti l'inégalité des races, et du coup, monsieur Anténor Firmet a fait une réplique majestueuse pour démontrer que nous étions tous dans l'égalité des races. Et donc, il a beaucoup mis en avant les Noirs, la conscience noire. Il a beaucoup travaillé sur ça. Et pour moi, c'est vraiment le premier qui a conscientisé vraiment sur la conscience noire, le fait que nous devons être fiers de ce que nous sommes. Et il a beaucoup aussi influencé, certainement, hein, la négritude.
Je rends aussi hommage, je profite pour rendre hommage aussi à notre maire, Monsieur Raymond Selou-Augustin, parce que si vous regardez, ça devait être le 30 mars, le vendredi 30 mars 2012, je me souviens. Quelle mémoire, Il cette a- dame, vraiment. Oui, j'étais là. Il a, le 30 mars 2012, c'est un vendredi, il a nommé une allée de la Savane en face de la rue de la Liberté, Anténor Firmin. Je vous invite à voir qui était Anténor Firmin. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Donc, je ne pourrais pas dire que elles ont été les pionnières de la négritude. Non, je ne peux pas dire ça. Par contre, elles ont beaucoup travaillé. Elles pourraient effectivement avoir éclairé, pourquoi pas, les Black Panthers, etc. Et puis, le fait aussi que Paulette ait eu l'audace à l'époque de faire son mémoire sur la case de l'oncle Tom, c'était quand même assez inattendu à l'époque pour la Sorbonne. Mais je vous rappelle aussi que les extrémistes panafricanistes n'admirent pas du tout l'oncle Tom, qu'ils trouvent beaucoup trop soumis. D'ailleurs, c'était même une injure à un certain moment. Toi, tu es un oncle Tom, par exemple. C'est ce qu'ils se disaient entre eux, quoi. Voilà. Alors, à quel moment est-elle revenue en Martinique, si elle est revenue, Madame Darcière? Et est-ce qu'elle aurait marqué aussi, parce qu'on parle d'une très forte et première mobilisation pour le droit de vote, justement, des femmes, après cette fameuse ordonnance de 1944. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Elle était d'ailleurs gaulliste, il faut le savoir. Mais elle a eu une belle carrière. On est un peu passé dessus. Elle a été l'attachée parlementaire de députés. Un député au Sénégal et aussi le député de M. Lagosilière. Elle a été aussi son attachée parlementaire, par exemple. Et après ça, elle est rentrée. Alors, entre les deux, elle est rentrée à la Martinique. Elle a eu une mauvaise expérience, d'ailleurs, lorsqu'elle a été l'attachée parlementaire du député sénégalais, parce qu'elle voulait absolument aller au Sénégal, donc elle y est allée. Et quand elle y est allée, elle a découvert encore plus le racisme, le colorisme qu'il y avait, même parmi ceux qui étaient soi-disant des élites noires, mais que l'on ne considérait pas comme des élites, mais toujours comme des sous-hommes simplement parce qu'ils étaient noirs. Bref, entre-temps, elle est rentrée à la Martinique et n'a pas pu repartir alors qu'elle voulait repartir. Elle n'a pas pu, pour continuer son travail d'attachée, elle n'a pas pu repartir parce qu'il lui est arrivé un accident. Elle est rentrée par le Bretagne, comme par hasard. Oui, comme par hasard, le Bretagne, c'est le même bateau par lequel M. Aimé Césaire est rentré avec sa femme, Suzanne Roussy. Elle a fait le voyage pour rentrer à la Martinique. Et là, malheureusement, elle a été à 1h30 à peu près de route près de l'Angleterre. Le bateau était torpillé et elle voyait déjà sa mort arriver lorsque l'aumônier lui a dit de sauter dans le bateau de secours, ce qu'elle a fait. Et elle s'est cassé la clavicule, elle s'est cassé le genou et ça lui a laissé une infirmité. À vie. À vie. C'est ça. Donc elle a demandé, parce que ce sont des gens qui sont issus de familles prestigieuses. Elle a demandé à son cousin, Louis-Thomas Achille, qui à l'époque l'avait beaucoup suivi, d'ailleurs, dans tout ce qu'elle faisait. Jeanne et Lucie aussi, les a beaucoup suivis par exemple, Clamart, il était souvent là. Il a fait des études d'anglais aussi. C'était le cousin Germain, du côté de sa mère. Et elle a demandé à son cousin de l'aider parce qu'il fallait bien payer l'hôpital, par exemple. Et lui, il était à ce moment-là professeur à l'Howard University. L'Howard University, qui est une université nord-américaine. Je rappelle qu'à l'époque, il y avait l'apartheid, c'est-à-dire que les Noirs marchaient d'un côté, les Blancs de l'autre aux États-Unis. Et donc, les Noirs américains, conscients qu'il fallait absolument qu'ils démontrent qu'ils sont dans la même égalité intellectuelle et dans la même intelligence, sinon plus, à la limite, ils voulaient le démontrer que les Blancs, ils avaient mis un point d'honneur à être très cultivés, à créer cette université, Howard University, où d'ailleurs, une de nos compatriotes, Marilyn Seyfocle, a été professeure pendant très longtemps. Marilyn Seyfocle, qui est agrégée, je profite pour lui faire un petit coucou, qui est agrégée d'allemand et qui parle à peu près 6 ou 7 langues couramment. Elle était professeure à Howard University. C'est une de nos compatriotes. Donc, M. Louis Achille était professeur à ce moment-là et c'est lui qui a aidé sa sœur à sortir de l'hôpital, à rentrer à la Martinique. Et quand elle est rentrée à la Martinique, la pauvre, elle était handicapée. Elle a gardé cet handicap. Mais elle a quand même fait un journal qui s'appelait La Femme dans la Cité, parce qu'elle était effectivement très féministe. La Femme dans la Cité, elle a poussé les femmes à
à s'informer, à s'engager. à s'engager, à voter. Mais c'était quelqu'un de droite. Elle n'a jamais été anticolonialiste. Donc, ce n'est pas du tout le même mouvement qu'Aimé Césaire. Elle n'a jamais été anticolonialiste. Au contraire, hein, elle était même pour l'intégration totale des Martiniquais. Voilà. Et c'était pas du tout son... Elle disait qu'elle faisait pas de politique, mais en fait, en gros, elle ne pouvait pas comprendre qu'en étant français, on puisse être contre la France. Mais là, vous lui marquez vraiment un peu de tout et de toucher un peu à tout sur, j'ai envie de dire, l'excellence des Noirs, n'est-ce pas, sur plusieurs domaines, puisque là aussi, elle a voulu marquer aussi, quand on parle de négro spiritual, vous allez me dire si je me trompe, elle a développé des activités donc culturelles, de chorale, la joie de chanter, qui est très populaire d'ailleurs. Alors, c'est le propre de l'intelligence, hein, s'adapter à tout et puis surtout s'occuper, être curieux de tout. Et c'était exactement son cas. Et donc, elle avait fait connaissance avec le négro spirituel. D'ailleurs, sa sœur Jeanne avait déjà essayé une première fois. Ça n'avait pas marché, mais là, elle a pris connaissance du négro spirituel. Ça l'a complètement rendue admirative parce que c'était une fervente catholique. Hein. Mais lorsque Paulette Nardal arrive en 1920 dans ce Paris de l'entre-deux-guerres, évidemment, elle va à la Sorbonne et elle fréquente évidemment le quartier latin. Et elle est complètement happée par cette ambiance. Mettez-vous à sa place. Quelle ambiance! Elle a 24 ans, c'est une belle femme noire, elle est grande, elle a une belle stature et tout. Et elle rencontre des Noirs américains, alors on sait, hein, qui sont très élégants, ils sont très charmeurs, et puis ils jouent du jazz. Wow. Elle entend ça, quoi. Pour la première fois, c'est magnifique, du négro spirituel. Elle les voit jouer au piano, elle, qui avait été élevée dans la culture occidentale, dans la musique classique, elle jouait du piano, toute sa famille, toutes ses sœurs d'ailleurs, très classiques. Et là, elle est happée par ça, c'est une effervescence extraordinaire. Ça parle à son ADN, ça ses entrailles. parle à son ADN, bien sûr. et elle voit oui, on peut être noir, on peut être beau, on peut inventer une musique, on peut faire du jazz, on peut rire de soi-même, on peut s'éclater complètement, et ça la happe, toute cette gaieté, toute cette joie, et elle adhère, et puis elle connaît des gens magnifiques dans cette communauté afro-descendante. En plus, comme elle apprend l'anglais et qu'elle parle anglais couramment, c'est encore une facilité pour elle. Alors pas que, puisqu'en plus elle a brillé aussi avec une œuvre culturelle. On parle de la Revue du Monde Noir, Madame Darcière. Oui, tout à fait. La Revue du Monde Noir, elle sort la Revue du Monde Noir avec sa sœur Jeanne, comme par hasard en 1930, peu de temps après l'exposition coloniale, quoi. Et c'est à ce moment-là, un petit peu après, lorsqu'arrive Aimé Césaire, et entre les deux, que René Ménil sort également Légitime défense, etc. Donc, alors, eux, c'est plutôt René Ménil, Aimé Césaire. Alors, c'est une autre branche qui n'est pas comme celle de Paulette Nardal et de sa sœur. C'est une branche qui adhère tout de suite au Parti communiste, aux étudiants communistes, qui sont très tournés vers l'Afrique, par exemple. Et donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez, d'ailleurs, Paulette Nardal n'est pas du tout communiste. Hein, c'est quelque chose qu'elle ne veut pas. Eux, ils sont anticolonialistes complètement avec René. Et puis, c'est aussi toute une effervescence parce que c'est là que Aimé Césaire, René Ménil connaissent finalement Picasso, connaissent aussi Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Vous voyez, donc on est dans une espèce d'effervescence où les intellectuels se croisent, échangent, et puis c'est évidemment une émulation intellectuelle qui naît à Paris, dans ce Paris de l'entre-deux-guerres. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'elle a apporté? Qu'est-ce qui reste de son œuvre, de ses œuvres, mais de son parcours? Alors, malheureusement, la maison familiale a été brûlée. À la rue Schellcher, vous avez dit tout à l'heure, oui. 83 rue Schellcher, qui faisait aussi l'angle de la rue Gallieni. Ah, je vois très très bien. Voilà. Ici, donc ce lycée porte son nom, mais pas que, Madame Darcière. Ah oui, à Fort-de-France. Oui, il y a même ici aussi une rue Paulette Nardal. À Fort-de-France, il y a la place Nardal. Non, disons que la jeune génération a fait remonter un peu son nom. C'était quelqu'un d'extrêmement cultivé, volontaire, brillant. Oui, mais pas le premier. Non, puisque les arts et métiers ont existé à la fin du 19e siècle
pour justement former des personnes qui aussi n'avaient pas forcément les moyens parce qu'il fallait passer un concours. Et à l'issue de ce concours-là, vous aviez une bourse qui était délivrée par la France hexagonale, par le biais du gouverneur. Et là, par exemple, je retiens le nom de quelqu'un qui s'appelait Henri Ferval et qui est de la même génération d'ailleurs que Paul Nardal et qui a fait arts et métiers aussi et qui était également ce qu'on a appelé plus tard ingénieur et qui d'ailleurs a contribué à la construction du chemin de fer et qui est mort malheureusement d'une pneumonie assez jeune. Est-ce qu'effectivement, elle était dans une revendication d'existence, de conscience noire, etc.? Moi, je pense que ce qui s'est passé, un peu comme Aimé Césaire, quand ils sont arrivés, Aimé Césaire est arrivé à Paris, il avait 18 ans, elle avait déjà 35 ans. Donc, Aimé Césaire est arrivé. Ils ont à peu près, d'ailleurs, entre la Cascade et elle, il y a 15 ans de différence. La Cascade est de 15 ans plus âgée. Mais c'est pas si vieux que ça quand même. Non, mais c'est quand même une génération. Et Aimé Césaire, une autre génération. Donc, en fait, ils ont été, tous les trois, hein, ils ont été étonnés. Et je pense que même, ils ont découvert là leur couleur, en fait. Parce qu'on leur a fait remarquer. Quand vous passez dans la rue, et c'est ce qu'elle raconte à un moment donné, je ne sais pas si c'est Jeanne ou elle, qui raconte qu'en passant dans la rue, on dit « Oh la jolie blonde », vous voyez un peu le genre. Donc, quand vous subissez ce genre de réflexion purement raciste, bien entendu, ça vous choque. Et lorsque vous vous rendez compte que il y a autour de vous, alors, Aimé Césaire a plutôt été attirée par l'Afrique par le biais de Sédar Senghor, mais elle, qui faisait une licence d'anglais, et son cousin aussi, ils ont plutôt été attirés par les Afro-Américains. D'accord, qu'on appelait les Noirs américains à l'époque. Et bien entendu, hein, c'est aussi l'époque où la Big-In débarque, où le jazz débarque à Paris. C'est une effervescence entre les deux guerres. Paris devient, on disait même le Paris noir à un moment, hein, avec une effervescence de gens particulièrement lettrés, savants, intellectuels, qui se bougeaient, qui disaient les choses. Et bon, c'est aussi l'époque de Joséphine Baker. Bon, voilà. Alors, il ne faut pas non plus qu'on oublie que c'était aussi l'exposition coloniale, parce que la France était fière de son empire. Et lorsqu'elles sont d'ailleurs allées visiter l'exposition coloniale, elles ont trouvé ça très, très bien. Les filles, les demoiselles Nardal, elles ont trouvé ça très, très bien. Ce n'est pas tout à fait la vie de ceux qui ont écrit après dans Légitime Défense, comme par exemple René Ménil, vous voyez, qui d'ailleurs s'est séparé sans grand bruit. Hein. Il a arrêté d'aller à Clamart. Aimé Césaire est allé une fois à Clamart et il disait « c'est un peu trop salonnard pour nous ». C'est-à-dire... c'est beau, c'est bien dit hein, quand même. Hein? Oui, c'est très élégant. C'était des gens d'un extrême raffinement. Hein. Aimé Césaire a porté la négritude avec la poésie. C'était aussi quelque chose de philosophique, de politique. Elle, c'était des revendications de conscience noire à travers ce qu'elle avait découvert avec les Afro-Américains, les Noirs américains. Le avec, féminisme aussi. Exactement, le féminisme et tout, parce que c'était quand même des femmes qui, dans leur tête, étaient premièrement des femmes très intelligentes et puis aussi qui étaient capables de réfléchir à rebrousse-poil. Ce nom, il s'est arrêté, du coup, ou il a été perpétué? Est-ce qu'il y a eu... elles ont eu une descendance extraordinaire. Par exemple, si vous descendez à Fort-de-France par les Terres Saint-Ville, vous voyez la rue Yves Goussard. Eh ben, c'est une des sœurs qui avait épousé un Goussard. D'ailleurs, elles ont divorcé assez rapidement. Vous savez, les femmes très intelligentes, des fois, elles ne se sont pas mariées très longtemps. Bon, donc elles ont divorcé. Elle a divorcé et Yves Goussard était le neveu de Paulette Nardal, par exemple. Vous voyez, donc Louis Achille, je vous en ai parlé. Eda Pierre, hein, il ne faut pas qu'on oublie que Christiane Eda Pierre est aussi la nièce, c'est-à-dire que c'est la fille d'une des sœurs. Voilà, parce qu'il y a une sœur qui a épousé un homme politique en Guadeloupe, d'accord? Et puis, malheureusement, elle est morte très vite. Ben voilà, quoi. Donc, c'était des gens qui avaient quand même une descendance et qui étaient dans une famille très intellectuelle. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut être vraiment fier d'elle, de son parcours, de ses Bien entendu. combats? Et du coup, que reste-t-il aujourd'hui quand on parle du vote effectivement des femmes aujourd'hui? Mais est-ce qu'il y a encore des combats qu'elle aurait menés qui n'ont plus laissé de traces? Tout est à refaire ou encore elle a vraiment incarné quelque chose? Alors, elle était, ce qui n'existe plus maintenant
et c'est dommage, elle était quand même d'une droite qui revendiquait de rester dans l'État français, mais en se posant quand même des questions et en étant fière de sa couleur, en fait. Hein. Donc, c'était pas... Certains disent qu'elle était complètement pour l'assimilation. Moi, je ne dirais pas ça. Je dirais que c'est quelqu'un qui a été consciente, qui a avancé, qui a fait des choses pour son pays, qui a été extrêmement volontaire. Et puis, bon, elle était très catholique, donc elle n'était forcément pas du tout pour les communistes, hein, qui étaient athées d'une manière générale. Elle a refusé, tout comme son père, de rentrer dans la franc-maçonnerie, par exemple, hein, tout comme son père qui avait refusé aussi. C'est une femme qui avait des idées très fortes, mais qui n'a pas hésité, parce que c'était une époque où les gens étaient, large esprit, en fait. Parce qu'en 1958, par exemple, lorsque Aimé Césaire lui a demandé pour l'ouverture du PPM au réservoir de Trénel de venir chanter avec la joie de chanter, ben, elle a dit moi je veux bien, mais je veux une... Pourtant, elle était vraiment de droite, gaulliste et tout. Elle a dit je veux bien, face à Aimé Césaire, anticolonialiste, qui avait monté le PPM, autonomiste et tout, elle a dit « Je veux bien, mais je veux recevoir une invitation officielle ». Donc, il a envoyé l'invitation officielle. Et à 6 heures du matin, M. Cataillé est allé voir Aimé Césaire. Et Aimé Césaire, pour le lui dire « Oui, mais Madame Paulette Nardal a reçu l'invitation, mais elle voudrait que vous lui passiez un coup de fil personnel. » Et là, Aimé Césaire est tout en pyjama et tout. Il a dit, mais aucun problème. Il a décroché son téléphone, il a appelé. Et c'est comme ça que la joie de chanter a chanté pour l'inauguration du PPM dans le réservoir de Trénel. C'est tellement bien dit. On s'y croirait presque à cette époque. Vous nous racontez, moi j'imagine Aimé Césaire dans son pyjama, effectivement, courant sur son téléphone. Oui, mais les choses étaient simples. Il n'y avait pas... Bon, voilà, on était entre personnes bien éduquées, quoi, vous voyez. Je vous rappelle également que la construction intellectuelle était fondamentale à l'époque. Hein. Quand je vous ai parlé de La Cascade, son père était chirurgien, elle a fait des études supérieures, elle a même été dans les prémices de la psychologie expérimentale. Elle a ouvert dans un hôtel particulier dans le 16e arrondissement une école privée où elle a enseigné notamment le fait de ne pas, qu'il n'y avait pas de race, en fait, qu'il fallait... Voilà, donc elle a fait ça. Quand je vous parlais de Madame Paulette Nardal, je vous ai dit toute sa généalogie prestigieuse. Voilà, Aimé Césaire, c'est pareil, peu de gens le savent, mais c'est une réalité. Son grand-père, Fernand Césaire, a été, lui, vraiment le premier noir, parce que ça venait d'ouvrir également, le premier noir, là, cette fois-là, je le dis, parce que ça venait d'ouvrir. Oui, parce que c'est vraiment le premier. Oui, voilà. Une école, c'était l'école normale supérieure de Saint-Cloud, qui formait les instituteurs et les maîtres qui devaient enseigner aux instituteurs. C'est ainsi qu'il a été professeur au lycée de Saint-Pierre et qu'il a été aussi instituteur renommé à Saint-Pierre. Malheureusement, il est mort très jeune, à 28 ans. Donc, ce sont quand même des gens qui ont cultivé leur liberté intellectuelle. Est-ce qu'on peut terminer en disant que son parcours à Paulette Nardal nous rappelle que la culture, que l'éducation aussi, mais que l'engagement, tout simplement, ce sont les clés, Madame Darcière, pour faire avancer notre société? Mais c'est exactement ça. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne saurez pas où vous allez. Et c'est tout le temps que je dis aux gens, ne vous imaginez pas, ne vous enfermez pas dans un misérabilisme, à croire que, bon, tout n'est couillon, tout ceci, ce sont des choses qu'on vous a dites, mais qui sont fausses. Quand vous fouillez un peu, vous verrez qu'on a eu des médecins, qu'on a eu des ingénieurs, qu'on a eu, Périnon a été polytechnicien, pas que lui, qu'il y a eu vraiment des personnes, et ça continue. Nous sommes un peuple intelligent, on a ouvert la voie, on est brillant, on a ouvert la voie sur le monde, et le monde en a conscience. C'est à nous d'avoir conscience de qui nous sommes. Merci beaucoup, Madame Darcière, et vous portez bien, on va dire, ce titre de passeuse de mémoire. Merci beaucoup pour les lieux de mémoire, merci de nous rafraîchir, merci de nous sentir bien fiers après une émission comme ça. Je dis ça, j'en frissonne. Et merci de nous ramener tout ça à l'essentiel de qui nous sommes, notre culture, mais ce qui nous définit aussi. On se retrouve très bientôt. Avec plaisir. Téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève votre émission, votre rendez-vous hebdomadaire, les lieux de mémoire. Le rendez-vous, bien sûr, c'est sur ATV 18h et c'est Zop qui Kapali.